La dernière partie de la grande table, Caroline Brouet. N'était la météo, on aurait une très belle transition avec notre sujet de la dernière partie, puisque le problème dont nous allons parler est un problème qui se pose en Allemagne et en France, Pascal Horry, et qu'il pose une question à l'historien et peut-être aussi une question de morale. Pourquoi ? Parce que voilà, les éditions Robert Laffont viennent de publier 2 œuvres de Lucien Rebattet, un best-seller antisémite publié pendant l'occupation en 1942 et intitulé Les Décombres, et un inédit écrit en prison, et que de leur côté, d'après nos dernières informations, les éditions Fayard seraient en train de mener à bien une nouvelle traduction de Mein Kampf qui tombe dans le domaine public en janvier 2016. Et par conséquent, la question se pose de l'opportunité de ce type de publication. Faut-il republier les textes antisémites du XXe siècle ? Et plus largement peut-être, faut-il aujourd'hui publier des textes haineux ? Pour en parler, nous sommes donc avec vous, Pascal Horry. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, à la Sorbonne. Et vous signez la préface de ce dossier Rebattet que publient les éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins, qui rassemble donc Les Décombres, texte historique, et cet inédit, l'inédit de Clairvaux. C'est une édition établie et annotée par Bénédicte Vergès-Chaignon. Pour dialoguer avec vous, nous avons proposé à un autre historien de nous rejoindre. Il connaît très bien la question aussi. Il est directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre de recherche historique, responsable lui-même du séminaire Histoire et historiographie de la Shoah à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est Florent Braillard. Bonjour et bienvenue. Vous posez la question directement, Pascal Horry, dans votre préface. Faut-il publier ça ? D'ailleurs, vous dites, fallait-il republier ça ? Et vous y répondez de la façon suivante. On peut croire que les rééditer ou les révéler, avec les éclaircissements indispensables, contribuera à les démythifier. On pourrait presque s'arrêter dans cette demi-heure sur chaque mot que vous utilisez. Le « on peut croire », les éclaircissements indispensables qui sont nécessaires, et puis contribuera à les démythifier. Est-ce qu'on peut prendre cette phrase dans son ensemble pour développer l'argumentaire qui mériterait d'être développé pour dire que oui, il faut publier ces textes ? On pourrait partir de ça, mais disons que c'est une longue préface dont j'ai, vous l'imaginez bien, pesé tous les mots, sachant très bien en quel terrain miné je m'aventurais. En même temps, il faut se rappeler que ces textes circulent de plus en plus facilement, ceux-là et bien d'autres, grâce à Internet, avant même Internet, avec des rééditions pirates, non annotées, non commentées. Rebattet comme Mein Kampf. En tous les cas, parce que Mein Kampf, ce sera au 1er janvier 2016. Rebattet, clairement, je peux vous signaler 2 éditions, dont une par une maison qui avait son siège social à Asunción, Paraguay. C'était tout à fait disponible. D'ailleurs, les fameux, entre guillemets, pamphlets de Céline, qui ne sont pas des pamphlets, qui sont dans la continuité de l'œuvre de Céline, sont disponibles au Québec, dans une édition scientifique très sérieuse, faite par un collègue très sérieux, Régis Tetamandis, qui est quand même un peu paradoxal, puisqu'en même temps, on ne peut pas officiellement les rééditer dans la métropole française. On arrive à des situations complètement absurdes. En 1976, le problème s'était déjà posé pour le texte de Rebattet, puisqu'un texte caviardé qui avait été édité avec des compléments sous le titre « Mémoire d'un fasciste », donc qui reprenait une partie des décombres de Rebattet, mais pas tout, et en particulier une bonne partie des passages les plus violents, les plus théoriques, les plus systématiques, avait été publié. Et à l'époque, Robert Badinter avait défendu la publication en disant c'est un document historique, il faut le mettre à la disposition du public. Parce que d'une certaine façon, alors là, on n'est plus dans l'explication presque technique ou pratique, mais dans de nouveau une discussion philosophique, ça c'est vrai qu'on décolle très vite. D'une certaine façon, ne pas accepter une réédition annotée, commentée de ces textes, alors qu'on annote et commente peu à peu, j'allais dire, l'ensemble des publications des siècles précédents, quand elles nous paraissent le mériter, historiquement parlant, ce serait avouer une dangerosité particulière à ces textes qui seraient tellement terrorisants qu'il faudrait les mettre à distance. Bon, ça me paraît très très ambigu comme réaction. Voilà. Et je pense que la démarche des historiens, c'est d'accompagner cette publication, bien sûr. Il semble quand même que les arguments négatifs l'emportent sur les arguments positifs. C'est-à-dire, de toute façon, c'est diffusé, on ne peut rien y faire, donc il vaut mieux faire ça. Ah non, je dis exactement le contraire dans la préface. C'est-à-dire que les plus faibles arguments sont ceux-là, oui. Mais on en
en arrive à l'argument central, quand même j'insiste, c'est le travail des historiens, de mettre à la disposition l'ensemble de cette production. Et en particulier quand, alors précisons-le aux auditeurs, qui doivent peut-être le savoir déjà, les décombres, qui ne constituent d'ailleurs que la première partie de cet ensemble, c'est à peu près la moitié de l'ensemble, les décombres ont été un succès de librairie, même le mot best-seller est déjà utilisé à l'époque, un succès de librairie à l'époque, donc c'est tout à fait intéressant pour un historien de s'interroger sur ce qui pouvait expliquer ce succès de librairie en 1942. Et Rebattet n'est pas un personnage sans intérêt. Personnellement, je le qualifierais d'intellectuel fasciste, c'est-à-dire que je précise aussi, Caroline, vous avez à plusieurs reprises prononcé le mot antisémite, parce qu'en 2015, c'est tout de suite l'antisémitisme qui vient. Rebattet est obsédé par l'antisémitisme, mais plus globalement, c'est un antidémocrate, un antiparlementaire, un anticommuniste, etc. Et c'est quelqu'un qui a un projet qu'on peut qualifier de fasciste. Bon, je défendrais la typification du Rebattet, surtout en 1940, comme fasciste, et il l'aurait accepté. Et même, il n'est pas donc forcément l'antisémitisme, c'est ça c'est très 2015, nous sommes, pour une quantité de raisons, très obsédés par cette dimension-là. Elle est frappante chez Rebattet, mais elle ne résume pas le livre. Florent Braillard. Oui, je voulais juste rebondir sur le fait que vous aviez cité la phrase de Robert Badinter au milieu des années 70. Il se trouve qu'il était l'avocat de la LICRA en 78 ou en 79, quand la LICRA a essayé de faire interdire la diffusion de Mein Kampf, qui était alors possible, qui est toujours possible d'ailleurs. Donc ça montre bien la gêne. Il ne faut pas se voiler la face que nous avons en tant qu'historiens ou qu'intellectuels face à la responsabilité qui serait la nôtre de remettre en circulation des livres. Bon, j'ai lu Les Décombres, c'est dégoûtant, c'est ennuyeux, c'est intéressant. Bon. Et donc, on est obligé de gérer avec tous ces sentiments et effectivement à procéder à des arbitrages. L'arbitrage, c'est est-ce que l'œuvre qu'on va remettre en circulation est suffisamment importante dans son époque et aussi dans l'histoire générale pour justifier de remettre ces flots antisémites en circulation. Dans le cas des Décombres, étant donné le succès qu'il a eu durant l'occupation, étant donné aussi le fait qu'il y a une version caviardée et autodisculpatrice des années 70, je pense que la question la question s'est posée. Vous avez répondu. Voilà. C'est un peu ça. Oui. C'est ça. La qualité littéraire est indéniable. Alors, la valeur du texte est indéniable. Apparemment, on peut en discuter. De toute façon, des goûts c'est ennuyeux, mais ça a un succès. Voilà. Des goûts et des couleurs. Moi, je ne trouve pas ça du tout ennuyeux. Je connais quantité de collègues qui auraient plein de raisons de détester ça, qui trouvent ça passionnant. Mais c'est des goûts et des couleurs. Hein. Ce que je constate, c'est qu'à l'époque, y compris chez les adversaires, Daniel Cordier le raconte dans ses mémoires. Il y a quelque chose de fascinant dans cette littérature pamphlétaire, et je me permets de signaler en préface que ça pose un problème, c'est une pierre dans le jardin de l'admiration du pamphlet. Nous adorons, beaucoup d'entre nous, le pamphlet pour ses qualités littéraires. On a l'impression qu'on le déconnecte des valeurs que défend le pamphlet. Bon, il est évident que là, on touche du doigt l'ambiguïté de cette admiration littéraire. Et Rebattet, c'est quelqu'un qui a lu Blois, qui est nourri de cette religion littéraire et en particulier du pamphlet. Par ailleurs, c'est vraiment le typique homme de lettres, et je précise que jusqu'en 1940, c'est le typique journaliste, parce qu'il a déjà quand même 37 ans en 40, c'est pas un perdreau de l'année, hein, et fondamentalement, c'est un journaliste hanté, comme beaucoup de journalistes, par la littérature. Paradoxalement, d'ailleurs, son échec politique lui permettra d'écrire son grand chef-d'œuvre à ses yeux, Les Deux étendards, qui entraînait l'admiration de Jean Paulhan, qui, alors que Rebattet, Gracier est encore en centrale, à Clairvaux, sort chez Gallimard un énorme pavé, un roman dont il attend, le naïf, une sorte de réhabilitation littéraire, alors qu'évidemment, il n'est pas accablé. D'ailleurs, au moment de la sortie du roman, c'est plutôt le silence qui l'étouffe. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'un homme d'un esprit libre comme Étiamble, qui est quand même un critique littéraire, mais pas que, enfin, un observateur aigu, à l'époque, écrit un article pour les temps modernes en 2 parties, je simplifie. Premièrement, Rebattet est un salaud. Deuxièmement, c'est un grand livre. Ce qui me paraît... Alors, on en pense qu'on en veut de la deuxième partie, mais ce qui me paraît être fondamental, parce que bien entendu, ça se vérifie dans beaucoup d'autres domaines. Il y a une complète déconnexion entre le beau, le bien et le vrai. Je précise qu'à cause de ce texte-là, Étiamble a été fichu à la porte des temps modernes par Sartre. Le livre d'un salaud, dites-vous, dans un article du Point, l'historienne Annette Wiewerka s'étonne de cette appétence de l'époque, justement, pour les salauds et pour les livres de salauds, parce que ce livre de Rebattet, là, dont vous faites la préface, Pascal Horry, n'est pas le premier. Nous avons d'ailleurs
parler de plusieurs de ces livres de cette époque-là, qui disent un certain état de la France à une certaine époque. Vous êtes venu en parler aussi, hein, oui, mais Laurent Chardonne. Et... C'est pour me faire comprendre que je dis que Étiamble dit grosso modo c'est un salaud. Enfin, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont je n'ai pas partagé les combats, je l'ai combattu, etc. Mais moi, en tant qu'historien, je n'ai pas à dire que c'est un salaud. Hein. Je n'ai même pas à dire que c'est ennuyeux. J'ai à constater un succès. Un succès, une correspondance intéressante, on en a des traces, et puis un itinéraire tout à fait intéressant. En même temps, d'ailleurs, que l'ambiguïté du regard à la libération, j'allais dire, de la société littéraire, qui, quand c'est lui qui est la victime, vient à son secours. Ça me paraît très intéressant comme démarche. Et je ne juge pas la démarche, je constate évidemment qu'il y a une solidarité, y compris d'ailleurs de certains des écrivains qu'il a traînés dans la boue, comme Mauriac, qui se retrouvent dans la posture de la défense. Alors, bon, faudrait-il dire corporatiste ou d'un écrivain par d'autres écrivains. Moi, ça me passionne. J'ai un avis éthique là-dessus, mais par ailleurs, en tant qu'historien, je suis intéressé par ces mécanismes. Hein. Alors justement, vous dites que le livre n'est pas ennuyeux, qu'il vous passionne moi, en tant qu'historien. Mais bon, voilà. ça n'engage que moi, ça mais n'a strictement aucune importance. Si, parce que justement, voilà ma question. Pourquoi est-ce qu'il vous passionne en tant qu'historien? Qu'est-ce qu'il vous apprend? Qu'est-ce qu'il vous fait apparaître de cette époque? C'est pas tous les jours qu'on a entre les mains un livre, alors que je persiste à considérer comme dans l'ensemble bien écrit par mes critères. Hein. Peut-être d'ailleurs il est encore plus fort littérairement à l'époque qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une sorte d'obsolescence progressive de ce genre de littérature. Les références, ça nécessite beaucoup de notes en bas de page, etc. Même chose pour les deux étendards. Je pense que les deux étendards pouvaient trouver sa place dans les années 50. Aujourd'hui, quand on le relit, c'est un livre qui paraît daté. Bon, et ça vaut pour beaucoup d'autres textes d'écrivains de l'autre camp aussi. Hein. Mais bon, je pense que c'est un livre fascinant parce qu'on voit ce que c'est qu'une mécanique, alors disons d'extrême droite d'abord, puisque c'est quand même un pur produit de l'Action française, et qui va quitter les rivages de l'Action française, mais assez tard, hein, parce que Rebattet est encore secrétaire de rédaction de l'Action française pendant la guerre 39-40. Donc quand on voit tout ce qu'il dit de négatif sur Maurras, bon, il n'ose quand même pas encore le dire, en 42, bon, il se lâche. Et comment on devient ce que j'appelle un intellectuel fasciste. C'est quand même très intéressant. Par ailleurs, il est évident que je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, nous aurions exactement l'équivalent. En même temps, quand on voit le succès sur Internet d'un certain nombre d'intellectuels médiatiques aujourd'hui qui sont antisémites, conspirationnistes, etc. Bon, il est certain qu'il y a quand même... Il faut se méfier en histoire des récurrences, des structures. Ah oui, c'est l'historien qui dit ça. Hein. Mais les historiens n'aiment pas dire ça. Non, mais c'est intéressant de voir... Vous parlez qui, là, de Soral ou de... Soral est un bel exemple, oui, bien sûr. Oui, de toute façon, aujourd'hui, les intellectuels les plus importants dans l'espace francophone s'appellent Tariq Ramadan ou Soral, ils ne s'appellent pas Alain Badiou. C'est clair. L'intellectuel à l'ancienne n'a pas l'importance, l'écho d'un Soral. Ça, c'est tout à fait clair. Mais Soral, c'est pas un copier-coller de Rebattet non plus. En même temps, je suppose qu'un certain nombre de non-conformistes d'aujourd'hui doivent alors jouir de la lecture des décombres. Ça, c'est certain. Florent Braillard. Ils s'y retrouvent. Oui, il s'y retrouve. C'est le problème moral auquel on se trouve confronté. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne à ce type de public les livres qu'ils souhaitent lire Ils les trouveront de toute façon. Oui, pas forcément aussi facilement, pas forcément à la FNAC, etc. Donc, c'est belle préface. La question du dilemme moral, à mon avis, se pose de manière très, très nette. Alors, on parle d'évaluation en termes de goût. Bon, évidemment, ça n'est pas la question. Pourquoi cette publication est intéressante, c'est parce que c'est une source vraiment passionnante, effectivement, pour comprendre ce qu'était l'itinéraire d'un pro-nazi, d'un hitlérien pendant la guerre, qui dit exactement les raisons pour lesquelles il trouve que le régime de Vichy est un régime trop mou. Donc, c'est une source qui nous permet, effectivement, d'avoir une compréhension plus forte de ce qu'était ce passé. Maintenant, encore une fois, il y a un moment où les grands livres, donc grands avec des guillemets évidemment, les grands livres de la collaboration ou de l'ultra-collaboration auront été publiés, et il y a un moment où il faudra s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne va pas republier la totalité de la littérature antisémite qui a été faite écrite pendant la guerre. Ne serait-ce que par exemple republier les articles de Rebattet, mais je veux dire, ça n'aurait absolument aucun sens. Des articles qui se terminent par mort aux Juifs.
Ça, on peut peut-être... Pascal Horry. Une édition scientifique par des historiens patentés des textes de Rebattet dans Je suis partout, pourquoi pas. Il y a pas, moi, je vois pas où est la frontière, parce que ça concernerait bien d'autres textes venant d'autres idéologies. C'est-à-dire que les questions morales n'interviennent pas du tout dans le métier d'historien. Mais écoutez, quand on regarde en tout cas pour Pascal Horry, puisque manifestement Florent Braillard... nous sommes tous des citoyens par ailleurs, que nous soyons physiciens, chimistes, journalistes, producteurs à Radio France, on a aussi des engagements moraux. Mais moi, j'essaye de faire en sorte que ça n'interfère pas avec une démarche qui pourrait ressembler à la limite à une censure, et que d'autre part, j'aurais tendance à penser comme une sorte d'aveu, d'une sorte de terreur sacrée. C'est-à-dire, on contourne parce qu'on a peur. Et moi, il me fait pas peur, cet homme. Mais il est non pas cohérent, parce qu'il y a des petites incohérences, mais il est quand même très radical, et sur ce plan-là, c'est intéressant, et j'ajoute que le radicalisme, il existe à gauche comme à droite, par exemple, et que ça dit beaucoup de choses sur la posture radicale, sur le non-conformisme, sur le populisme, etc. Oui, et ça ne concerne pas que l'extrême droite. Vous dites, on pourrait faire une distinction, Pascal Horry, entre censurer et ne pas publier, mais vous dites qu'effectivement, censurer, ce serait suivre l'exemple de Rebattet, qui appelait à l'autodafé des œuvres de ses adversaires, et que dans notre démocratie, notre liberté démocratique nous oblige à publier les ennemis de la démocratie ou de la liberté. Donc c'est votre position en tout cas. Oui, mais de toute façon, les ennemis de la liberté dans une démocratie ont leur place, parce que si vous commencez à appliquer le principe pas de liberté pour les ennemis de la liberté, vous êtes en fait totalitaire. Je suis désolé de vous le dire. Il faut être clair, il faut être cohérent. Et je pense que la dangerosité de ce type de texte n'existe que s'il y a une société qui serait prête à les accueillir. C'est la société qu'il faut interroger, c'est un peu trop facile. Alors interroger la société d'aujourd'hui. Mais nous faisons notre travail en annotant, en précisant que c'est un dossier Rebattet, c'est-à-dire qu'il y a 600 pages d'inédits. Publier un inédit, c'est assez classique dans le travail des éditeurs scientifiques, avec des documents intéressants liés au procès de Rebattet, où je précise qu'il a été plutôt, jugement de morale, pleutre, contrairement à Cousteau et à d'autres, et ça lui a été beaucoup reproché. Il dit lui-même qu'en prison, ses amis collabos le battent froid pendant un certain temps, parce qu'il est apparu comme peu courageux. Donc le personnage c'est un petit peu comme Céline. Plus on avance dans la biographie, dans la connaissance proprement biographique de ces personnages, plus on avance dans la connaissance de Chardon, Morand et compagnie, le journal intime de Drieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces publications sont plutôt accablantes en termes moraux. Ça aggrave plutôt leur dossier, alors qu'on pouvait penser que, oui, on va étouffer. Non, au contraire, ça met en valeur la profondeur, par exemple, de haine. Mais je signale que la haine n'est pas qu'à droite. Florent Braillard. Oui, non, je voulais rebondir sur la question de la censure, parce qu'elle se pose, et à la fois, tous les livres n'ont pas un avenir de republication devant eux. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Et c'est la réflexion à laquelle j'appelais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les grandes sources, les sources vraiment nécessaires ayant été republiées, il faut vraiment se poser la question si on rajoute encore un autre volume. Donc vous pensez que le cas échéant, une édition des articles de Rebattet dont Je suis partout pourrait avoir du sens. On a déjà publié des articles de cinéma de Rebattet c'est un critique de musique et de cinéma. Voilà, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais l'article dont certains étaient antisémites, par exemple. Ils pouvaient être antisémites, évidemment, en parlant de films ou de musique. Je précise que là aussi... Je trouve que le Juif Sus est un film peut-être trop sobre. Voilà, exactement. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant que fasciste, là aussi, il faut bien être clair, il est plutôt moderniste. Donc c'est un critique d'art au sens large, c'est-à-dire il se passionne pour la peinture, il est critique de musique. Plus tard, historiens de la musique sont une histoire de la musique, et d'ailleurs très discutée, mais ça a été également un grand succès de librairie, et puis republié entre autres chez Bouquin d'ailleurs, et critique de cinéma, admiré d'ailleurs par beaucoup de cinéastes, défendu par Jacques Becker par exemple, ou par René Clair, mais même Jacques Becker, sympathisant du Parti communiste. Et à la Libération en tant que moderniste, c'est assez cohérent, mais il faut le savoir parce que ça surprend beaucoup. Il soutient la nouvelle vague. François Truffaut, le jeune François Truffaut, est un admirateur de Rebattet. Il est vraiment un disciple de Rebattet au départ, avant une radicalisation à gauche. Et il soutient Boulez. Je simplifie, parce que c'est un fasciste. Et qu'au moment de la guerre, par exemple, les plus collaborationnistes sont très critiques à l'égard de Debussy, en considérant que Debussy, c'est la décadence, et appellent à une musique plus moderne. Il faut penser à ça. C'est pas du tout un vichiste sur ce plan-là. France Culture, la grande table. Caroline Brouet.
Faut-il aujourd'hui republier des textes antisémites du XXe siècle et d'ailleurs plus largement des textes qui comporteraient des passages haineux ou qui inciteraient à la haine raciale? Nous en discutons aujourd'hui avec l'historien Pascal Horry qui signe la préface du dossier Rebattet qui est un ensemble de 2 textes, l'un historique, l'autre inédit de Lucien Rebattet, fasciste de la Seconde Guerre mondiale. Et nous en discutons également avec l'autre historien Florent Braillard qui connaît bien toutes ces questions. Et autour de la table, Antoine Mercier vous pose encore une question à ce sujet, Pascal Horry. Voilà, parce que vous avez signalé à plusieurs fois le succès du livre. Vous écrivez dans votre préface, lancé en plein cœur de l'été, donc on est en 42, le livre, malgré son épaisseur et son prix, 65 francs de l'époque. Il est donc, voit son premier tirage de 20 000 exemplaires épuisé en 2 semaines. Puis il y a une réédition, etc., 65 000 exemplaires, puis il n'y a plus assez de papier. Comment vous expliquez au cœur de l'été 42 qu'un auteur comme cela, qui finalement est un auteur, comme vous l'avez dit, de pure facture fasciste pro-nazi, ait un tel succès en France? Mais parce qu'à mon avis, ces positions radicales peuvent réunir ce qui reste quand même une minorité, je dirais 65 000. De Noël annonçait la possibilité de 200 000 commandes, mais ça ne représente jamais une majorité des Français. C'est-à-dire qu'une partie de l'opinion, d'abord, peut acheter le livre en étant fasciné, comme souvent, quand on va dîner avec le diable, il faut avoir une longue cuillère, ça s'appelle une édition critique, la longue cuillère. Bon, ils peuvent se dire, tiens, à quoi ça ressemble? Je rappelle, Daniel Cordier l'a raconté. Daniel Cordier qui a une culture d'action française et qui, avant de basculer, j'allais dire quelques jours après, définitivement dans la résistance, dit très honnêtement aujourd'hui qu'il a pris un certain plaisir à lire ça. Et puis, il y a les sympathisants. Et quand on a des épaves, grâce à Robert Belot, etc., on en connaît quelques-uns, on a des épaves du courrier de lecteur, c'est ça. Ce sont des déçus du vichisme qui adhèrent au livre. Ça fait du monde, quand même. Pascal Horry, vous insistez beaucoup, et c'est un aspect très important de la question, sur l'appareil critique, sur les annotations. Et d'ailleurs, cette édition du dossier Rebattet est éditée et annotée par Bénédicte Vergès-Chaignon et préfacé par vous. Vous insistez beaucoup sur cette dimension de l'appareil critique, historique, scientifique. La question se pose de façon peut-être cruciale pour ce qui est de la publication à venir, republication à venir de Mein Kampf, dont je rappelle qu'il va tomber dans le domaine public en janvier 2016, c'est-à-dire qu'il est libre de droit et qu'au-delà de circuler sur Internet et qu'on pourra le trouver en un seul clic, la question se pose de est-ce qu'on le fait en livre à nouveau ou pas. Les éditions Fayard semblent avoir tranché et en Allemagne, une nouvelle édition est en cours, 2000 pages, dont 700 de texte, c'est-à-dire un appareil critique de 1300 pages sur les 2000 pages en question. Qu'est-ce que comporte ou que doit comporter un appareil critique et quelle est l'utilité d'un appareil critique, si tant est que vous puissiez penser, Pascal Horry, que les gens qui vont acheter Mein Kampf en Allemagne ou en France vont lire l'appareil critique autant qu'ils vont lire le texte? De toute façon, le travail appelons-les des historiens au sens large, ça peut être des linguistes, etc., ou des sociologues, aura été fait quand ils auront effectivement édité scientifiquement, annoté, comme Bénédicte Vergès-Chaignon l'explique, il y a 3 types d'annotations dans notre livre, c'est-à-dire des précisions quasiment factuelles, X, Y, tel événement qui peut être évident pour un lecteur de l'époque qui ne l'est plus. Ensuite, des documents complémentaires, des extraits d'articles, etc., qui d'ailleurs souvent infléchissent, contredisent ce que dit Rebattet. Et troisièmement, ça c'est le plus délicat, et moi j'avais beaucoup insisté auprès de Bénédicte là-dessus, c'est que évidemment Rebattet, comme Hitler dans Mein Kampf, procède par des affirmations solennelles, éventuellement des statistiques, etc. C'est quand même intéressant de les annoter pour dire sur ce plan-là, bon, voilà. Donc c'est un travail sans fin, l'édition critique. Mais en même temps, ça relativise quand même le texte, fatalement. Vous dites qu'il y a des lecteurs qui ne liront pas les annotations critiques, mais ils sauront qu'elles existent. Et honnêtement, moi je réinterroge de nouveau la société. Quel est le désir de l'acheteur? Si vous avez affaire à un acheteur qui a 25 ans, qui, même dont les ancêtres n'ont jamais été nazis, etc., mais qui pour des raisons diverses considère qu'il faut que tout change, et qu'il lit Mein Kampf demain, ou il lit Les Décombres, peut-être, eh bien, c'est la société qu'il faut interroger, c'est pas les annotateurs. Vous n'empêcherez jamais certains d'en faire un usage, j'allais dire, positif. Mais au moins, nous aurons fait ce travail. Parce que, là aussi, sinon, on a des éditions non annotées ou expurgées. Donc, pour Mein Kampf, vous êtes aussi sur la même position, évidemment. Oui, bien sûr. Florent Braillard. D'une manière générale, au fond, l'édition critique, ça sert à 2 choses. Ça sert à
actualiser le texte, c'est-à-dire à permettre à un lecteur contemporain de se mettre dans la situation du lecteur de l'époque et donc d'avoir des informations sur les événements, les personnes qui sont citées, dont la mémoire est perdue. Donc ça, c'est vraiment très très important, c'est-à-dire se remettre en situation de lecteur de l'époque pour comprendre exactement ce qui s'est dit. Et puis, il y a cette deuxième opération contraire, paradoxale, qui est effectivement de parvenir à faire en sorte que le lecteur prenne une distance vis-à-vis du texte. Donc, les deux opérations, d'une certaine manière, sont antithétiques. Or, elles sont toutes les deux nécessaires. Évidemment, dans le cas de Mein Kampf, il y a une difficulté supplémentaire qui est que Mein Kampf, quelle que soit la manière dont on analyse, est l'œuvre d'un écrivain qui se trouve 10 années plus tard être en situation de mettre, le cas échéant, ses idées en pratique. Et donc on a une couche supplémentaire, à mon avis nécessaire de critique, qui est de mettre en regard les idées qui sont exprimées et, le cas échéant, celles qui sont mises en application de manière terrible, sanglante, meurtrière pour un certain nombre de cas. Donc c'est très très à mon avis, l'édition de Mein Kampf est encore plus compliquée parce qu'il y a cette couche supplémentaire qui est évidemment la couche complexe à rédiger et puis qui pose une question aussi au texte lui-même qui est qu'est-ce qu'était Mein Kampf ? Est-ce que c'était un simple programme ? Est-ce que c'était simplement un état donné des convictions idéologiques de Hitler qui n'en a pas changé et qui se trouve ensuite dans une situation telle qu'il peut mettre en application un certain nombre d'idées. Enfin, voilà, c'est des débats qui sont très très importants, très intéressants à mon avis. On doit, je crois, se réjouir très très vivement du travail qui a été fait en Allemagne. Donc, il faut rappeler la situation... Sous l'égide de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. De l'Institut für Zeitgeschichte à Munich, qui a une très très longue tradition de publication de textes. Rappelons que, par exemple, les 40 volumes du journal de Goebbels ont été édités, suivant des principes d'ailleurs différents et discutables pour des questions de droit, par l'Institut für Zeitgeschichte. Donc, en Allemagne, il était interdit de republier Mein Kampf. Ça n'est pas le cas en France, ça n'est pas le cas en Angleterre, ça n'est pas le cas aux États-Unis. Dans ces trois pays, le livre est disponible. Je ne l'ai pas dans mon sac, mais vous pouvez commander aux nouvelles éditions latines une version, le facsimilé de la version de 1934. Voilà, donc sans texte, sans commentaire, sans appareil critique. Donc, en Allemagne, l'événement que constitue la republication de Mein Kampf est tout à fait justifié et d'une certaine manière les craintes qui peuvent être exprimées et qui rejoignent l'embarras dont je parlais tout à l'heure, même si à mon avis il faut avoir une position très, très ferme sur ce sujet. Qui serait ? Le problème, c'est qu'on a toujours, qu'un certain nombre de personnes ont toujours peur que ces textes soient effectifs. C'est ce que dit Serge Klarsfeld, que ces textes peuvent avoir un effet désastreux sur les esprits les plus faibles, malgré tout. Voilà, mais... Et ça, on ne l'empêchera pas. C'est ça la position de Pascal Laurie. C'est ce qu'on a dit aussi pour des enjeux apparemment plus dérisoires, c'est-à-dire quand l'abbé Bethléem et d'autres voulaient expurger la littérature érotique ou prétendument érotique, ça aurait eu des effets. C'est-à-dire que c'est aussi moralisateur de penser ça. De toute façon, vous n'empêcherez jamais une population, j'insiste sur le mot société, c'est la société qui est arbitre de ça. Si à un certain moment elle s'en sert, c'est que, j'allais dire, les démocrates libéraux qui Certains vous diront on peut résister à une avancée de la société qui ne va pas dans le sens qu'on le souhaite. D'autres diront rééditer Mein Kampf, c'est mieux le combattre. La résistance, ce n'est pas d'ignorer l'adversaire en le contournant et en essayant de créer une sorte de zone désinfectée autour de lui. Antoine. C'est plusieurs fois que vous dites interroger la société. Oui. Là, comment vous la sentez, la société, aujourd'hui, par rapport à ça? C'est le café du commerce. Disons que la société est certainement prête à... Les sociétés, pas seulement occidentales, on le voit à l'échelle presque planétaire, enfin là, ça devient compliqué de généraliser à ce point-là, sont quand même prêtes à beaucoup d'aventures, mais qui seront toujours inédites. Vous voyez, le fascisme est la grande invention du XXe siècle, le libéralisme socialiste venait du XIXe. Ça a été une surprise, y compris par la convergence dans le fascisme d'éléments de droite et d'éléments de gauche. Donc on va être surpris. C'est-à-dire que on verra naître sous nos yeux, par exemple, des formes, appelons-les de populisme, qui auront un petit air rétro sur certains plans, mais qui seront complètement surprenantes sur d'autres. Ça, c'est évident. Florent Braillard. Vous vouliez intervenir. Je croyais que vous vouliez intervenir, pardon. Sur la question de l'appareil critique, j'ai malgré tout une dernière question à vous poser, d'ailleurs à l'un comme à l'autre. Une loi en France, la loi Pleven, si je ne m'abuse, interdit les discours
porteurs de haine raciale, incitant à la haine raciale dans l'espace public. Est-ce que le fait de mettre un appareil critique, après avoir fait un travail scientifique et historique non moralisateur, Pascal Horry, exonère de cette responsabilité-là, c'est-à-dire qu'on peut interdire, réprimer ou condamner des discours porteurs de haine raciale dans l'espace public, mais pas des écrits. Mais, si, bien sûr. Mais de toute façon, je ne suis pas juriste. Vous pouvez, au nom de pas mal d'ailleurs de textes de loi en France et d'arrêtés de décrets, vous pouvez incriminer un certain nombre de textes. La loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, je le rappelle, concerne en fait toutes les publications et pas seulement destiné à la jeunesse, et on y a ajouté dans les années 50 l'excitation à la haine raciale. Donc nous disposons de cet arsenal-là, mais je signale que la jurisprudence montre aussi que la publication de textes annotés ne tombe pas sous le coup, en tous les cas ceux qui ont essayé d'incriminer. C'est ce qui s'est passé pour 5 livres édités par Alain Soral en 2013 qui ont été interdits ou censurés précisément pour antisémitisme. Et la loi de 49, qui servait, j'allais dire plutôt au style Abbé de Bethléem moralisateur, sert essentiellement aujourd'hui à lutter contre le négationnisme, etc. Mais j'ajoute que vous pouvez avoir des textes de très grands auteurs, de Bernanos par exemple, il y a des textes antisémites de Bernanos qui sont à disposition, donc voilà. Donc de ce point de vue-là, l'appareil critique ne change rien. Florent Braillard, sur ce point, vous vouliez dire quelque chose? Oui, ça change certainement l'évaluation du dol constitué par la mise en circulation, que ce soit de manière écrite ou de manière orale, de propos antisémites ou incitant à la haine raciale. Donc en fait, il peut très bien se trouver que quelqu'un attaque la republication des décombres en disant que c'est une incitation à la haine raciale. Alors, très vraisemblablement, vous gagnerez votre procès. Pourquoi? Parce que vous avez fait, l'éditeur gagnera le procès. Pourquoi? Parce que le travail scientifique qui a été fait d'accompagnement, d'encadrement de l'ouvrage est évidemment sans reproche. Et puis d'autre part, parce que la personne qui porte le projet, vous-même, avec Bénédicte Vergès-Chaignon, êtes des spécialistes dont les intentions évidemment, ne peuvent pas être mises. Que les juges se prononcent sur les intentions. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Alain Soral avait republié les décombres? Je ne suis pas Alain Soral, je ne peux pas répondre à sa place. Non, bien évidemment, et je ne vous pose pas la question, mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même... Voilà, on va la poser à la société. J'en profite pour dire, concernant la société, que malgré tout, la position de l'historien n'est pas extraterrestre. C'est-à-dire que quand on fait des choix, on les fait en fonction de la société qui nous entoure. Alors, c'est peut-être du café du commerce, mais on a chacun son appréciation sur la situation actuelle. Évidemment, une des choses dont on n'a pas parlé dans cet échange, c'est le fait que ça intervient 70 ans après. La mort d'Hitler. La mort d'Hitler ou la publication de Rebattet. Donc on se dit, il y a une période de latence qui fait que les choses sont moins chaudes. Voilà. Il y a une autre temporalité qui est qu'on republie ces textes au moment de l'attentat d'Hypercacher. Ça fait partie du tableau général de la réflexion générale qu'on doit avoir. Ça justifie ce genre de publication. Alors on peut le décider comme ça, mais en tout cas, ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir au moment de prendre la décision lourde de remettre en circulation ce type de discours. Décision qui a été prise et par l'éditeur d'abord, et par moi et par Bénédicte Vergès-Chaignon, et franchement, je m'en félicite de cette décision.